Bonjour à tous, donc, je suis Gaëtan Gestin, je suis responsable technique du programme Sol Vivant qui est développé par Earthworm Foundation. On va parler juste après, donc, je serai l'animateur sur ce webinaire que nous organisons donc, en partenariat avec l'initiative 4 pour 1000. Donc, très heureux de vous voir aussi nombreux autour du sujet de la santé des sols. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir le retour d'expérience sur 150 fermes en grande culture, donc sur lequel des diagnostics de pratique et des analyses de sol ont pu être réalisés dans le cadre du programme Sol Vivant grâce à nos partenaires. Et on va s'intéresser donc aux résultats sur la santé des sols et sur les leviers d'amélioration. Et suite à la présentation des résultats, donc, nous aurons un échange avec Guillaume Chédru, qui est agriculteur en grande culture à Goderville, en Seine-Maritime, et engagé dans des pratiques de régénération des sols depuis de nombreuses années. Petit point technique, donc le webinaire est enregistré et sera mis à disposition en ligne. Vous pourrez le retrouver et tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour des questions de timing, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on les aura bien enregistrées et on pourra y répondre dans un second temps, si on ne peut pas y répondre ce matin. Donc, avant de commencer, un petit tour de table des intervenants à ce webinaire. Donc, nous avons Marion Guilloux, qui est membre du Haut Conseil pour le climat et présidente du conseil d'administration d'Agrinium, qui nous fait l'honneur d'introduire le webinaire. Paul Lu, qui est secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Guillaume Chédru, qui est donc agriculteur en grande culture en Seine-Maritime. Et du côté du programme Sol Vivant développé par Earthworm Foundation, donc Anne-Sophie Leroy, qui est directrice du programme, Antoine Brasset, qui est coordinateur scientifique sur le programme et qui présentera la partie résultats, et donc moi-même, Gaëtan Gestin, responsable du pôle technique sur le programme et qui anime ce webinaire. Je propose de laisser la parole à Marion Guilloux pour l'introduction. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci Gaëtan. Et merci à tous. C'est un vrai plaisir d'ouvrir ce webinaire sur la santé des sols qui va présenter quelques résultats du programme Sol Vivant développé par la Fondation internationale Earthworm. Pourquoi? Parce que les sols, ce sont des milieux qui sont de fait peu connus et pourtant ce sont des milieux vivants, ce sont des milieux évolutifs qui sont essentiels à la vie. C'est grâce au sol que nous avons la plus grande partie de notre alimentation. C'est grâce au sol que la biodiversité terrestre est là. Ce sont des matériaux peu renouvelables puisque, comme vous le savez, ils viennent de l'usure de la couche géologique et souvent des milieux négligés alors qu'ils sont essentiels à la vie. De fait, il y a plusieurs paramètres des sols qui sont importants et je pense qu'on y reviendra souvent pendant ce webinaire. La structure du sol, la porosité du sol. Vous savez que le sol, c'est ce qui permet la réserve utile en eau et quand on parle de sécheresse et d'attention à l'eau, ce qu'on appelle l'eau verte va être essentiel dans les années qui viennent et donc la qualité des sols qui permettra ce stockage de l'eau dans la couche superficielle du sol. Et bien sûr, le sol, c'est une matière vivante. On dit souvent qu'il y a quelques milliards d'organismes vivants dans un gramme de sol. Il y a une activité microbienne incroyable et désormais mesurable à travers ce qu'on appelle le microbiote. Et on sait que des pratiques agricoles peuvent permettre d'enrichir en matière organique cette couche superficielle du sol et que certaines pratiques du type allègement des labours ou suppression des labours permettent de mieux respecter ce sol. Alors, les sols agricoles en France, c'est à peu près la moitié de la surface du territoire national et malheureusement, actuellement, ces sols, et c'est ce qui nous intéresse au Conseil pour le climat, au lieu de stocker du carbone, ce qu'ils peuvent parfaitement faire selon les pratiques adoptées, sont émetteurs chaque année, contribuent aux émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est 6% des émissions de l'agriculture qui viennent de cette dégradation des sols agricoles donc qui comprennent les terres cultivées et les prairies. La première cause, ce sont les changements d'affectation des sols. Quand on convertit une prairie en sol cultivé, quand on la retourne,
De fait, 19% en 2019 des sols ont changé d'affectation et les prairies, depuis 30 ans, ont perdu à peu près 20% de leur couverture en France. Donc, vous comprenez pourquoi le stock de carbone dans les sols diminue. Et inversement, certaines pratiques agricoles peuvent permettre de réenrichir des sols à teneur de carbone relativement faible, comme les sols des grandes cultures en France. Et c'est bien l'objet de tout le travail que vous avez mis en place au sein de ce programme Sol Vivant. Sol Vivant, de fait, à mon avis, il a un très, très bon logiciel de fondation. Sol Vivant, c'est donc l'initiative d'une fondation à but non lucratif et ce programme vise à développer la santé des sols, mais à l'échelle des territoires et en partenariat avec les agriculteurs et les filières. Et je pense que c'est bien par ce travail à la base que ça peut marcher, même si, je le sais pour l'équipe, c'est épuisant et fastidieux, mais c'est vraiment la bonne méthode. Et les trois leitmotifs de ce programme qui sont mesurés, accompagner et inciter, c'est à mesurer, savoir ce qu'on fait, quels sont les impacts, et c'est une des conditions de la crédibilité de cette action et donc de la rémunération des nouvelles pratiques. Donc je pense que c'est extrêmement important de continuer à être sérieux sur cette mesure des impacts. Accompagner, pourquoi? Parce qu'il faut arriver à avoir des mouvements collectifs d'agriculteurs, que ce soit à travers des coopératives ou directement avec des groupes d'agriculteurs, accompagner pour obtenir cette meilleure santé du sol et inciter, parce que c'est plus de travail pour l'agriculteur, que ça produit des biens collectifs et donc il faut arriver à trouver de la valeur, de la rémunération pour les agriculteurs qui suivent ce chemin ardu mais extrêmement utile de l'amélioration de la santé des sols. Donc, pour moi, mesurer, accompagner, inciter, c'est effectivement la bonne méthode, sachant que les innovations que vous mettrez en place, elles seront forcément évolutives, elles seront forcément adaptées à la fois au terrain et à la fois aux agriculteurs avec lesquels vous allez travailler. Donc, on ne peut pas les figer et donc ce programme continuera à être extrêmement exigeant. Mais je peux vous dire que si je vous accompagne, c'est parce que j'y crois. Et je pense que ce qu'on va écouter ce matin convaincra tous vos auditeurs. Voilà, donc je vous propose qu'on passe, je vous ai parlé surtout de France, et je pense qu'avec Paul Lu, nous allons parler d'international, de l'importance internationale des sols vivants. Merci Marion. Paul, je te propose de prendre la suite sur l'initiative 4 pour 1000. Merci beaucoup à tous de nous écouter ce matin et merci à Marion pour cette introduction. Effectivement, l'importance des sols commence à devenir un sujet majeur partout dans le monde, au niveau international, mais pas seulement donc au niveau français et aussi au niveau international. C'est le sujet que porte l'initiative 4 pour 1000 depuis plus de 7 ans maintenant, avec un triple objectif et une triple volonté d'agir, c'est-à-dire stocker du carbone dans les sols, comme l'a dit Marion, et on reviendra sur l'intérêt de cette chose-là, dans le triple objectif d'améliorer la sécurité alimentaire au niveau mondial, d'adapter l'agriculture au changement climatique qui a déjà commencé malheureusement, et contribuer à atténuer ce changement climatique pour faire en sorte qu'il soit le plus limité possible. Alors aujourd'hui, cette initiative 4 pour 1000, elle représente 750 partenaires répartis partout dans le monde et réunis dans 5 collèges, de 160 au départ, donc partenaires au moment de la création de l'initiative à la COP 21 en 2015, nous sommes passés à 750. Les 5 collèges qui composent donc l'ensemble de ces partenaires sont des pays et des organisations internationales, par exemple. Ce sont des institutions de recherche et d'enseignement. Ce sont des organisations de producteurs agricoles, forestiers. Ce sont des ONG, représentation de la société civile, et ce sont bien sûr des entreprises. Aujourd'hui, on peut dire que l'initiative 4 pour 1000 est un des principaux partenariats mondiaux, un multi-acteurs, si ce n'est le principal partenariat mondial multi-acteurs dans ce domaine. On n'est pas les seuls, bien sûr, mais cette particularité est de mettre tous les types d'acteurs autour de la table. 2 mots sur le nom un petit peu curieux peut-être de l'initiative.
Ça a dû interroger plus d'un et il y a beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur ce nom en disant qu'il n'était pas forcément approprié. Mais disons qu'on tient à le garder parce qu'il est porteur d'un espoir que nous voulons aussi véhiculer. C'est que si l'on regarde l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines sur une année et qu'on additionne tout ceci, y compris la déforestation, on arrive quasiment à 10 gigatonnes de carbone relâchées dans l'atmosphère chaque année. Ces données sont de 2014, elles commencent à dater un peu, mais malheureusement, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est plutôt dégradé. On peut considérer que la moitié de ces émissions, du carbone émis par les activités humaines, est recapturé par, d'une part, la végétation naturelle et aussi par les océans. Et sur donc ces 10 gigatonnes, il en reste à peu près chaque année entre 4 et 5 qui viennent s'accumuler dans l'atmosphère et s'ajouter à ceux qui étaient déjà présents. Les scientifiques ont démontré que les sols étaient eux-mêmes extrêmement riches en carbone, heureusement 2 à 3 fois plus que l'atmosphère, et que si on arrivait à augmenter de 0,4% la quantité de carbone stockée dans les sols de la planète chaque année, on pouvait théoriquement, bien sûr c'est un calcul simplement théorique, compenser ces émissions de gaz, de carbone relâchées dans l'atmosphère chaque année. Donc, ce chiffre de 0,4% qui a été traduit par 4 pour 1000 et qui a donné le nom à l'initiative est porteur d'espoir parce que c'est un chiffre qui ne paraît pas très important, qui paraît atteignable et qui donc peut permettre d'agir. Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas y arriver chaque année sur toute la planète et avec des efforts similaires partout dans la mesure où ça dépend aussi de la qualité du sol, ça dépend de la santé des sols, ça dépend de la quantité de matière organique disponible en termes de biomasse et bien sûr, comme l'a dit Marion, des pratiques agricoles. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau de l'initiative 4 pour 1000, nous avons adopté en 2020 un plan stratégique 2050 qui a pour vision d'avoir partout dans le monde, donc en 2050, des sols sains et riches en carbone pour lutter contre le changement climatique et mettre un terme à la faim. C'est un plan extrêmement ambitieux. Il se compose de 24 objectifs qui sont chacun dotés d'une description, mais aussi d'un point de départ 2020 et de cibles 2030, 2050. On espère qu'on va pouvoir, puisque maintenant on est doté de ce plan stratégique, on est doté d'un plan de mise en œuvre et d'un cycle de mise en œuvre, on va pouvoir, avec l'ensemble de nos partenaires et toutes les bonnes volontés qui voudront se réunir autour de nous ou autour de ce thème, hein, même si ce n'est pas autour de nous, ce n'est pas bien grave, parvenir donc à cette vision du monde à 2050. On peut appuyer pour arriver à présenter exactement la diapositive. En fait, on a présenté dans un livre qui est paru l'année dernière la vision qu'on portait de l'agroécologie, qui est souvent un petit peu complexe dans la présentation qui en est faite, notamment par la FAO, en essayant de faire comprendre aux lecteurs que l'agroécologie n'était rien d'autre qu'une façon de s'inspirer de la nature et de son fonctionnement pour donner un nouveau design à nos agrosystèmes et notamment notre agriculture conventionnelle pour lui permettre de mieux répondre aux attentes de la société aujourd'hui, qui sont le fait qu'on utilise moins d'artefacts, d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires dans l'agriculture, et que l'agriculture soit porteuse de plus de biodiversité, de plus de santé des sols à travers notamment le carbone organique. Donc, on a voulu montrer que cette agroécologie était un continuum d'agriculture qui vont de l'agriculture de précision jusqu'à l'agroforesterie, qui existent déjà, qui n'ont pas besoin d'être forcément réinventés, mais qui permettent à chaque agriculteur de trouver sa place dans l'édifice global de cette action avec l'agroécologie. Dans cette vision des choses, nous avons besoin, premièrement, de la science, qui devra effectivement, une fois de plus, jouer un rôle majeur comme facilitateur, comme évaluateur, comme accompagnateur du travail qui est fait par les agriculteurs pour comprendre ce qu'ils font et l'impact qu'on a sur les sols, la biodiversité, l'eau et l'air. Mais nous avons aussi besoin d'acteurs comme la Fondation Earthworm et le programme Sol Vivant
pour arriver à suivre ce qui se passe au niveau du terrain et les pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs, quels sont leurs effets concrètement, mesurés précisément, accompagnés, comme ça a été dit tout à l'heure, incités et également mesurés, donc, comme je l'ai dit, pour permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs de trouver la voie et aller dans la bonne direction. Voilà, je m'en arrêterai là pour ce qui est de l'initiative 4 pour 1000. On a un site internet qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus. Dans le chat, Béatrice a eu l'amabilité de mettre les références du livre si ça vous intéresse, qui est organisé autour de ce schéma et qui permet de comprendre les évolutions qu'il faudrait qu'on suive. Et maintenant, donc, je vous propose de nous plonger un peu plus avant dans ce programme de Sol Vivant et de savoir quels sont les premiers résultats. Anne-Sophie ou Gaëtan? Merci Paul. Anne-Sophie qui va présenter le programme. Merci Paul pour ces mots et merci Marion pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc très rapidement pour présenter la Fondation Earthworm, nous sommes donc membres de 4 pour 1000. Nous sommes une organisation internationale et on œuvre pour la préservation et la régénération des écosystèmes et des hommes. Et on le fait en travaillant dans les chaînes d'approvisionnement avec tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement. Notamment les chaînes d'approvisionnement de matières premières qui sont dites à risque à un niveau environnemental et social. Donc, historiquement, on a été très impliqués sur les problématiques d'impact sur la forêt d'approvisionnement en matières premières, comme par exemple le soja, le bois, l'huile de palme, etc. Et puis, petit à petit, on s'est intéressé à d'autres écosystèmes que la forêt, les océans, et puis depuis 2018, les sols, notamment les sols agricoles. Et donc, en 2018 est né le programme Sol Vivant en France, qui aujourd'hui est en train de voir le jour également dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis. Comme le disait Marion, les trois pattes, quelque part, de notre programme, parce qu'on est conscient que ce sont les trois piliers, finalement, d'une transition sécurisée pour l'agriculteur, ça commence par la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir un sol en santé? Et quand je suis agriculteur, comment est-ce que je peux mesurer l'impact de mes pratiques et comment est-ce que je peux voir que je progresse sur la régénération de mon sol? Cette mesure, elle doit servir à nourrir un accompagnement technique à la fois pour l'agriculteur, parce que ce n'est pas facile de changer ses pratiques et de faire la transition de son système, mais également pour les gens qui conseillent les agriculteurs au quotidien, notamment les techniciens de coopératives. Et puis le troisième pilier de notre programme, c'est la partie valorisation économique. Changer ses pratiques également, ça peut entraîner des surcoûts, ça peut entraîner des manques à gagner. Il faut également valoriser l'effort et les services écosystémiques rendus. Donc la troisième patte de notre programme, c'est la partie valorisation économique. Et donc, tout ça se passe à la manière, finalement, de travailler d'Earthworm dans l'échelle d'approvisionnement avec tous les acteurs. Donc, typiquement, on va travailler avec des entreprises telles que Nestlé, telles que McCain, Lidl, McDo, Bonduelle, Herta et d'autres, avec les coopératives et négoces qui sont dans ces filières-là et avec les agriculteurs. Et puis, on va essayer d'avoir une approche également territoriale en faisant en sorte que les différents acteurs autour de la rotation agricole travaillent ensemble parce que finalement, le sol, c'est un commun. Il supporte la production de plusieurs matières premières et finalement, c'est chacune des filières qui doit participer à cette transition. Sur la partie mesure, ce qui a été important pour nous dès le départ pour définir un sol en santé, c'est de le faire de manière rigoureuse, à la fois rigoureuse scientifiquement, mais également pragmatique. Et donc, on s'est entouré d'un comité scientifique dont vous voyez la composition ici, en prenant soin d'avoir à la fois des personnes, des scientifiques et des chercheurs assez en pointe dans leur domaine, mais également des personnes qui sont plus du domaine de la formation auprès des agriculteurs et de l'accompagnement au quotidien, toujours dans ce souci de pragmatisme. Donc, on est vraiment dans une optique de rechercher une rigueur scientifique et quelque chose qui soit activable, actionnable sur le terrain et à l'échelle. Donc, tout ce qui va vous être présenté par Antoine à présent, c'est quelque chose qui est quelque part validé, revu par notre comité scientifique qui peut et qui donc atteste de la rigueur de ce qu'on essaye de faire. Antoine, du coup, je te cède la parole pour rentrer dans le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Merci Anne-Sophie. Alors, la présentation des résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle va suivre se dérouler. Dans un premier temps, on va s'intéresser sur les parcelles qu'on a pu échantillonner dans le cadre du programme, sur la variabilité des pratiques qu'on a pu rencontrer, qui sont couramment associées à cette question de la régénération des sols.
Ensuite, on va s'intéresser à la qualité des sols qu'on a pu rencontrer. Et enfin, on va s'intéresser aux leviers qui sont prioritairement à actionner quand on parle de régénération des sols. Pour recontextualiser l'étude, donc l'étude est basée aujourd'hui sur des parcelles qui ont été échantillonnées principalement entre 2021 et 2022, qui sont dans le programme Sols vivants. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la majorité des parcelles sont localisées dans la région des Hauts-de-France. On va retrouver également certaines parcelles autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bretagne. On a dans cette étude 460 parcelles agricoles qui sont regroupées au sein de 150 exploitations. Dans le cadre de cette étude, donc, on a réalisé des enquêtes de pratiques culturales pour venir capter sur les 5 dernières années les pratiques qui ont été mises en œuvre par les agriculteurs sur ces parcelles. On est venu également sur ces parcelles réaliser des tests bêches, 5 par parcelle, et des analyses de sol pour venir justement évaluer cette question de la qualité des sols. Ensuite, on a eu recours à des outils de modélisation tels que Simeo-CMG pour les questions de prospective d'évolution, notamment de la teneur en matière organique. Et on a également eu recours à des outils de télédétection pour capturer l'intensité de certaines pratiques, notamment celles associées à la couverture des sols. Concernant le contexte, on va dire, un peu pédoclimatique, ou en tout cas plus les types de sols qu'on a pu rencontrer, vous allez voir ici un peu le triangle des textures qui regroupe l'ensemble des parcelles qui sont présentées aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de parcelles limoneuses qui sont notamment associées au fait qu'on soit très centré dans les Hauts-de-France sur les parcelles qui ont été présentées. Mais on a quand même une diversité de types de sols qui ont pu être rencontrés, allant de sols relativement sableux à des sols un peu plus argileux. Et on englobe également certains sols calcaires avec des taux de carbonate de calcium dépassant les 5%. On va retrouver également des exploitations de polyculture élevage. Sur l'échantillon, on a environ moitié d'exploitations et donc de parcelles qui vont être en polyculture élevage et une autre moitié qui vont être plutôt spécifiques grande culture. On a également rencontré des successions culturales qui vont être relativement diversifiées. On va de la succession type scope avec le traditionnel colza-blé-orge à des rotations qui vont introduire des cultures industrielles telles que la betterave, les légumes d'industrie ou la pomme de terre. On a aussi des successions qui vont mixer deux cultures industrielles, donc ça peut être de la betterave, de la pomme de terre, de la pomme de terre, du légume ou légumes betterave. Et on a même des successions qui vont venir mixer nos trois cultures industrielles plus les cultures, on va dire, plus classiques, blé, orge, colza, même du lin dans certains secteurs. À gauche, vous avez l'histogramme un peu qui représente le nombre de parcelles par typologie de succession culturale. Donc, on va retrouver énormément de parcelles dans des successions type scope. Et ensuite, on va aussi retrouver un certain nombre de parcelles dans des systèmes incluant de la betterave ou de la pomme de terre. Donc, on a une certaine diversité de successions culturales qui ont pu être identifiées sur l'échantillon qui vous est présenté. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser à la variabilité des pratiques de régénération des sols qui ont pu être rencontrées au sein de ces différents systèmes de production. Donc, quand on parle de régénération des sols, il y a couramment 5 pratiques qu'on peut associer à un sol qui va se régénérer. La première étant la couverture des sols. On va également retrouver la question de la restitution de biomasse pour ces questions de séquestration de carbone. On a aussi l'apport de produits organiques, la réduction du travail du sol et la diversité des familles cultivées qu'on va pouvoir retrouver au sein de ces successions. Là, je vais vous présenter successivement l'ensemble de ces leviers et un peu la manière dont ils vont se déployer au sein de chacun des systèmes des successions culturelles qu'on a pu rencontrer. Donc, ce premier graphique vous présente la durée de couverture vivante qui a pu être observée sur les parcelles agricoles en moyenne, qui a été comparée par rapport à la petite région agricole au sein duquel elle se trouve. Donc, pour rappel, la petite région agricole, c'est un découpage français du territoire en zones de contexte agricole relativement homogène et en conditions pédoclimatiques également relativement homogènes. Ce qu'on s'aperçoit sur ce graphique, c'est qu'on a une diversité de successions culturelles, comme on l'a dit juste avant, et on a aussi au sein de chacun de ces successions culturelles une diversité finalement de mise en œuvre des pratiques qui vont conduire à des durées de couverture plus ou moins importantes. On observe que certains systèmes de culture vont avoir tendance à avoir des durées de couverture légèrement supérieures à d'autres,
Mais ce qui est très encourageant, c'est qu'on voit qu'au sein de chaque système, par exemple, si on prend le système betteravier qui est tout en bas, on a des agriculteurs qui vont avoir des déficits de couverture qui peuvent être relativement importants, de l'ordre de 50 jours par rapport à la moyenne de leur petite région agricole. Mais on a aussi des agriculteurs qui vont atteindre alors ce n'est pas des excédents de couverture, mais qui vont réussir à couvrir le sol au-delà de 50 jours de ce qui se fait, on va dire, en moyenne dans leur contexte. On va observer ce même phénomène pour l'intensité de travail du sol. Donc là, vous êtes sur un indicateur qui évalue la perturbation finalement du sol, qui prend en compte le type d'outil. Donc si on est sur des outils de retournement, des outils à 10, des outils à dents, qui prend en compte également la profondeur et la vitesse d'avancement. Plus on va être sur une valeur d'intensité de travail du sol élevée, donc proche des 400, plus on va avoir une perturbation du sol qui va être importante. Ici aussi, on s'aperçoit que certains systèmes vont avoir tendance à plus perturber le sol que d'autres. Mais au sein de chacun des systèmes, ou en tout cas de chacun des successions culturelles qu'on a pu rencontrer, on va retrouver des intensités de travail plus faibles et d'autres plus importantes. Donc là aussi, on voit que finalement, au sein de chaque succession culturelle, on a les moyens d'aller vers une intensité de travail du sol un petit peu moins importante. Et le constat est le même en ce qui concerne la biomasse restituée au sol. Donc, biomasse qui va prendre en compte à la fois les parties aériennes issues des couverts ou des cultures principales et la biomasse associée aux racines. Là aussi, on va voir que finalement, au sein de chacune des successions culturales, on va avoir une diversité de retours de biomasse au sol et que finalement, on n'a pas une succession culturelle ne va pas déterminer quelque part la performance sur ce levier. Donc, en conclusion, on voit que la succession culturelle va quand même avoir une influence sur l'intensité de mise en œuvre des leviers qu'on va pouvoir associer à la régénération des sols. Mais au sein de chaque système, même ceux qu'on peut qualifier de plus intensifs, on a quand même des possibilités d'aller chercher et d'aller actionner des leviers qui vont permettre la régénération des sols en augmentant la couverture, diminuant le travail du sol ou en restituant de la biomasse. Concernant les apports de produits organiques, donc là, on a fait le distinguo entre les exploitations intégrant de l'élevage et les parcelles intégrant de l'élevage et celles n'intégrant pas d'élevage. Donc, en gris, vous retrouvez l'ensemble des parcelles qui n'intègrent pas d'élevage et en marron un peu clair, celles qui vont intégrer de l'élevage. On voit tout naturellement que les parcelles qui ont accès, finalement, qui ont un élevage sur l'exploitation, vont avoir une restitution plus importante de produits organiques sur ces parcelles. On s'est aussi intéressé du coup à la diversité des familles cultivées en reprenant un indicateur masque, donc, qui était un indicateur qui avait été développé par l'INARA, l'INARA est maintenant, où là, ça nous permet finalement de venir évaluer la diversité des familles cultivées, non pas des espèces, des familles, qui va être dans la succession culturelle en tenant compte des cultures qui sont, des familles qui sont présentes dans les intercultures. Plus on va avoir un indicateur qui va être élevé, plus on va avoir une diversité de familles et plus ces familles vont être représentées de manière équitable dans la succession culturelle. Ce qui frappe tout de suite sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de points verts. Donc, globalement, sur notre échantillon, on a une bonne diversité des familles cultivées. Et là aussi, on va s'apercevoir que malgré que, effectivement, la succession culturelle va avoir une pondération assez importante dans cet indicateur, au sein de quasiment de l'ensemble des successions culturelles, on a des possibilités aussi d'améliorer cette diversité cultivée. Notamment, c'est très flagrant pour la typologie scope, où on a des diversités qui vont être relativement faibles et d'autres qui vont être nettement plus importantes. Donc là aussi, la succession dans laquelle on se trouve ne va pas être une fatalité à l'activation du levier de la diversité cultivée. Une fois ce premier panorama fait, on s'est intéressé à la question de la qualité des sols, des parcelles qu'on a pu échantillonner. Donc pour ce faire, on a travaillé avec le comité scientifique sur un indicateur de qualité des sols qui se voulait à la fois visuel et pédagogique pour parler simplement de la qualité et de la santé des sols. Donc cet indicateur est construit en fait sur la base de 4 indicateurs principaux. Un indicateur qui est le ratio matière organique sur argile, qui est un indicateur qui va évoluer au long cours, au long terme, sur des pas de temps allant de 5 à 10 ans pour voir des évolutions significatives de cet indicateur. On va avoir des indicateurs plus court terme, comme le pH, qui peut évoluer sur, on va dire, de 1 à 5 ans, et des indicateurs qui peuvent évoluer relativement rapidement, comme la structure du sol et la bioturbation. Alors, concernant le ratio matière organique sur argile, donc là, on est sur un ratio qui va s'atteler finalement à déterminer
et à évaluer la teneur en matière organique en fonction du type de sol pour voir si on est sur un sol qui va être suffisamment pourvu en matière organique, notamment du point de vue de sa résilience et de sa résilience vis-à-vis de sa structure de son sol. Il a été construit finalement de mettre en parallèle ce ratio avec des notes de qualité de sol. Donc, c'est le graphique que vous voyez en dessous. En ordonnée, vous avez le ratio et en abscisse, vous avez les notes de qualité de sol. Et on voit que plus on a des notes de qualité de sol qui sont bonnes, donc en l'occurrence, dans l'échelle, plus elles sont faibles, donc la couleur verte, plus on va avoir des ratios élevés, et plus elles vont être, plus on va avoir des structures dégradées, plus le ratio va tendre à diminuer. On a 3 valeurs, on va dire, à retenir sur ce ratio-là. On va avoir des parcelles qui vont être catégorisées d'insuffisantes quand on va être en dessous de 12%, qui vont être catégorisées de très insuffisantes en dessous de 12, d'insuffisantes entre 12 et 17, et on va retenir le seuil de 17% comme étant le passage où on va considérer que le ratio est suffisant. Pour évaluer la structure, il y a différentes méthodes qui existent. Celle qu'on a retenue, c'est le test Bech avec une évaluation visuelle de la structure des sols qui nous permet de noter facilement de 1 à 5, donc 1 étant une bonne structure, 5 étant une structure relativement dégradée, la qualité de la structure qu'on va rencontrer sur la parcelle. On a employé la même méthodologie, entre guillemets, pour la question de l'activité biologique. On est venu évaluer visuellement la bioturbation avec une note qui va de 0 à 3. 3 étant une bêchée quelque part avec une très bonne bioturbation. Une fois qu'on a eu l'ensemble de ces indicateurs, on a travaillé sur une agrégation de ces indicateurs pour atterrir à une note A, B, C, D, E, A étant une bonne qualité de sol, E étant un sol dégradé. Et vous avez sous les yeux les résultats qu'on a pu obtenir sur les parcelles qu'on a rencontrées. 70% des sols qu'on a échantillonnés sont présentés comme dégradés, donc vont être dans des qualités de sol de C, D ou E. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même très peu de sols en E, donc on a très peu de sols qui sont fortement dégradés. Et on va retrouver également des sols en A ou B, ce qui veut dire qu'il y a déjà des sols qu'on va pouvoir qualifier en bonne santé ou qui sont de bonne qualité. Donc, ça veut dire que l'objectif qu'on cherche à atteindre est réalisable. Et que sur l'ensemble du pool de parcelles qu'on vous présente, il y a un réel potentiel de régénération de ces sols. La question qui s'en est suivie, c'est finalement quelle est la cause de la dégradation de ces sols? Pour ce faire, on s'est notamment intéressé aux 4 indicateurs que je viens de vous présenter. Et l'indicateur qui ressort comme le plus prépondérant dans la dégradation de ces sols, c'est le déficit en matière organique. Donc là, on s'est toujours basé sur le ratio matière organique sur argile. Vous avez l'histogramme qui vous présente les différentes classes, avec en vert la classe supérieure à 17% et en jaune-orange les classes insuffisantes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que 70% des parcelles qu'on a pu échantillonner présentent un déficit de matière organique. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de qualité des sols dans le cas des parcelles qui nous concernent, la première action qu'il va falloir mettre en œuvre, ça va être de régénérer les sols en réapportant de la matière organique et en réenrichissant ces stocks de matière organique dans les parcelles. Donc ça, c'est un peu le constat, c'est qu'on a un déficit de matière organique. Maintenant, grâce à la modélisation, on a pu voir finalement où est-ce qu'on en était sur le terme du stockage de matière organique. Est-ce qu'on continue d'augmenter et de décapitaliser ces stocks de carbone ou est-ce qu'on est déjà sur ce pool de parcelles en train de réaugmenter? Donc vous avez sous les yeux l'histogramme des taux d'évolution de la matière organique avec en pointillé le 0, donc finalement qui va faire le distinguo entre la gauche, les parcelles qui vont déstocker, la droite, les parcelles qui vont stocker. Et vous avez en gras le seuil de 4 pour 1000. En moyenne, sur les parcelles qu'on a pu rencontrer, on a retrouvé un stockage de 4,2 pour 1000 sur ces parcelles-là. Ce qui veut dire que sur nos parcelles, bien qu'on ait un déficit de matière organique, on a une correction de ce déficit qui est d'ores et déjà en cours avec les pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs. On s'est ensuite intéressé, grâce notamment à ce que nous permet de faire le modèle Simios-AMG, de pouvoir projeter finalement cette évolution dans le temps et de voir à 5, 10, 15 ans les évolutions potentielles des ratios matière organique sur argile de ces exploitations-là. Donc là, vous allez retrouver finalement la distribution en partant du bas du ratio matière organique sur argile à l'état initial, en remontant à 5 ans, à 10 ans et à 15 ans. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les parcelles qui ont des ratios suffisants, donc au-delà de 17%, qui sont de couleur verte, vont tendre à continuer d'augmenter sur leur ratio. On a tout un pool aussi de parcelles qui est dans cette zone un peu jaune, qui tend aussi à augmenter et à se rapprocher très sensiblement du seuil de vulnérabilité. D'ailleurs, à 15 ans, on va s'apercevoir que le ratio MO sur argile médian de nos parcelles va passer de 15 à 16%. Donc, on se rapproche
du seuil de vulnérabilité. Mais là où ce qu'on s'aperçoit, ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant, c'est qu'on a tout un pic de parcelles qui se situe à la limite de l'insuffisance et de la très insuffisance, qui évolue finalement relativement faiblement sur le pas de temps 0,15 ans. Donc finalement, dans la globalité, on va avoir une évolution assez lente de cette correction de matière organique. Donc on a bien une nécessité d'accélérer si on souhaite pouvoir profiter de sols en bonne santé et de qualité pour pérenniser, entre guillemets, les productions agricoles. Une fois ce constat fait, on s'est intéressé du coup aux leviers prioritaires qu'il nous faut actionner quand on parle de régénération des sols. On repart toujours de nos 5 indicateurs principaux et je vais vous détailler le premier indicateur qui est la durée de couverture. Cette durée de couverture, on est venu la calculer à partir d'imagerie satellite. On a calculé une durée de couverture vivante sur les parcelles avec notre partenaire qui est donc Kermap, avec lequel en fait on a travaillé à partir des images satellites Sentinel-2 qu'on a pu recouper avec les petites régions agricoles dont on parlait tout à l'heure pour recontextualiser les parcelles et les remettre dans le contexte dans lequel elles évoluent. On a calculé un indice de végétation sur l'ensemble de ces parcelles, indice qui est calculé tout au long de l'année, qui nous a permis donc d'évaluer le nombre de jours dans l'année sur lequel la parcelle avait une plante vivante et donc une couverture vivante, et de comparer ce nombre de jours à sa petite région agricole. Et cet indicateur est très intéressant parce qu'on a pu le relier donc significativement à des paramètres, ou en tout cas à des leviers de régénération dont on connaît vraiment leur importance, notamment la biomasse restituée au sol. On sait que ça va être le premier levier disponible pour l'agriculteur pour séquestrer de la matière organique, augmenter les stocks de carbone dans les sols. Donc ici, vous avez un graphique qui vous présente en abscisse la différence entre la durée de couverture de la parcelle et de sa petite région agricole, et en ordonnée la biomasse restituée sur cette parcelle. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus on va avoir des parcelles qui vont tendre avec une durée de couverture importante, plus elles vont tendre aussi à restituer une biomasse importante au sol. Et vous avez des points de couleur qui vont vous montrer l'échelle d'intensité de travail du sol qui est présente sur ces parcelles. Donc en vert, on est sur des intensités de travail du sol relativement faibles, et en rouge, des intensités de travail du sol nettement plus importantes. On voit que les parcelles qui ont des intensités de travail du sol plus faibles sont celles qui vont couvrir le plus en tendance leurs parcelles et qui vont aussi avoir tendance à restituer plus de biomasse au sol. Donc là, la durée de couverture nous semble être un proxy relativement intéressant quand on parle de régénération du sol, parce qu'on est en capacité finalement de la relier à des pratiques clés de cette question de la qualité des sols. La question qui peut se poser ensuite, c'est finalement comment est-ce que je peux améliorer cette couverture vivante de mon sol ? Comme dans toute problématique agronomique, quasiment, le premier levier reste la rotation. Ce premier graphique vous présente finalement la durée de couverture en fonction de la fréquence des cultures industrielles qu'on va pouvoir retrouver dans la rotation. Plus on a des cultures industrielles, plus on va tendre vers des durées de couverture faibles, et plus on va diminuer cette fréquence de culture industrielle, plus on va avoir des durées de couverture importantes. Donc ce premier levier peut avoir un impact assez important, mais on sait que ce n'est pas le levier le plus simple à mettre en œuvre. Et il y a d'autres leviers qui vont être à disponibilité de l'agriculteur pour améliorer la durée de couverture, notamment la réduction du travail du sol. Donc, plus on va réduire le travail du sol, c'est ce qu'on commençait à pressentir dans le précédent graphique, plus on va avoir des durées de couverture qui vont aller en augmentant. Et il y a aussi la question de la gestion des intercultures et de la productivité des couverts. Donc, plus on va se retrouver sur des couverts productifs, donc qui vont produire de la biomasse, plus on va aussi se retrouver sur des parcelles qui vont tendre vers une meilleure couverture de sol. Cependant, on peut aussi voir quelques points d'amélioration sur ces leviers et sur ces leviers à disposition pour augmenter la durée de couverture, notamment sur la productivité des couverts. Ici, on vous présente le nombre d'espèces moyens dans les couverts végétaux sur les différentes parcelles. On voit qu'on a un bon nombre de parcelles qui vont utiliser des mélanges à 2 espèces, et ensuite, on va retrouver les mélanges monospécifiques. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'une majorité quand même de parcelles vont utiliser les mélanges. Les mélanges restent encore relativement faibles, et on sait que plus on va favoriser les mélanges, sans tomber forcément dans des mélanges trop complexes, mais plus on va se rapprocher par exemple des 4 espèces, plus on va aussi favoriser et avoir tendance à produire plus de biomasse sur ces couverts végétaux. On va aussi retrouver la question de la date de semis, où en majorité, les parcelles vont être semées, on va dire fin août, entre le 15 et le 30 août, voire en septembre. Et là aussi, on sait que anticiper, ou en tout cas avoir des dates de semis des couverts les plus précoces possibles, vont contribuer à tendre vers des productivités de couverts aussi plus importantes. Donc ça, ce sont aussi des axes sur le terrain
qui peuvent être à travailler. Ensuite se pose la question du raisonnement du travail du sol. Donc ici, vous avez un graphique qui vous présente le nombre moyen de labour pour les parcelles en fonction de leur appartenance à une classe d'intensité de travail du sol. Donc on part tout en bas de très faible en remontant à très élevé. Ce qu'on voit, c'est globalement les parcelles où il y a des intensités de travail du sol relativement importantes vont avoir plus recours à la charrue que celles relativement faibles. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que même dans les intensités de travail du sol faibles ou moyennes, on a quand même des agriculteurs qui vont avoir recours à la charrue. Et on va retrouver ce phénomène sur, entre guillemets, l'ensemble des opérations de travail du sol. Ici, vous avez la même chose pour la fraise, où la fraise va être associée à des systèmes de culture qui vont être plus intensifs en travail du sol, mais on va également retrouver l'utilisation de la fraise dans des intensités de travail du sol faibles, voire très faibles. Pour le semi-direct, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il est majoritairement utilisé dans le cadre des intensités de travail du sol relativement faibles, mais certains agriculteurs qui ont au global les intensités de travail du sol élevées peuvent aussi avoir recours à ces outils, tout comme l'utilisation des chômeurs à dents. Le message derrière, c'est que finalement, on sait que certains outils peuvent tendre vers des intensités de travail du sol relativement élevées, mais il ne faut pas non plus tomber dans le dogmatisme, parce qu'on voit aussi qu'il faut prendre en compte finalement les modalités d'utilisation de tel ou tel outil, par exemple de la charrue ou du passage de fraise, car on voit que finalement, l'outil en lui-même ne va pas définir l'intensité de travail du sol, mais c'est bien les modalités d'utilisation de l'outil qui vont définir cette intensité de travail du sol et les répercussions que ça va pouvoir avoir ensuite, notamment sur nos durées de couverture ou les biomasses qu'on va pouvoir restituer. Donc, il y a une vraie nécessité d'adapter finalement ce travail du sol au contexte et aux besoins que va faire l'agriculteur ou sur sa parcelle, sans tomber dans le dogmatisme, mais vraiment en étant pragmatique sur cette approche. Le dernier point sur lequel on s'est penché, c'est la question de la diversité cultivée. La diversité cultivée est couramment associée finalement à cette question de la régénération des sols. Sur l'échantillon des parcelles qu'on avait à notre disposition, on a pu voir une corrélation négative entre cette diversité des familles cultivées et la biomasse qui était restituée au sol. Donc, finalement, biomasse qui est quand même un des facteurs clés de la régénération des sols pour séquestrer le carbone, qui est lui-même, finalement, on a vu que c'était un peu le point faible sur les sols qu'on a pu rencontrer. Mais au-delà de juste de dire que la diversité des familles cultivées a un impact négatif, il faut s'intéresser au final au type de diversité qui rentre dans ces parcelles-là. Et vous avez un code couleur qui vous présente finalement en gris des systèmes avec très peu de cultures industrielles et en jaune, marron, orange, des parcelles avec une fréquence de retour des cultures industrielles nettement plus importante. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la diversité sur les parcelles qu'on a pu rencontrer est majoritairement apportée par ces cultures industrielles, qui sont aussi bien souvent des cultures qui vont marger un peu plus que des cultures traditionnelles, on va dire, mais qui vont être aussi associées à des restrictions de biomasse qui vont être un peu plus faibles et souvent à des contraintes sur le sol aussi qui vont être un peu plus importantes. Et le message qu'on souhaite faire passer au travers de ce graphique, finalement, c'est qu'au-delà de la diversité cultivée, il faut s'intéresser au type de diversité qui va rentrer dans les systèmes, parce que c'est bien ce type de culture qu'on va rentrer qui va ensuite avoir un impact ou non sur nos questions de régénération du sol. En conclusion, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est qu'on a des sols qui sont globalement dégradés dû à un déficit de matière organique. Les pratiques qui sont d'ores et déjà mises en œuvre permettent en moyenne de corriger cette dégradation, mais on a vu qu'il y avait quand même un besoin d'accélérer. Les pratiques et les leviers clés qui ressortent pour régénérer ces sols sont, dans un premier temps, cette question du raisonnement et de la réduction de l'intensité du travail du sol. La restitution de la biomasse au sol, parce que c'est notre premier levier finalement dont on va disposer pour séquestrer de la matière organique et augmenter nos stocks de carbone, et de couvrir nos sols avec des couverts végétaux qui soient productifs. On a également vu que la diversité cultivée n'était pas forcément synonyme de régénération, qu'il fallait faire attention finalement à ce qu'on introduisait dans cette diversité. Et ce qu'on a pu voir sur l'ensemble des corrélations, c'est qu'un des indicateurs qui ressort relativement de manière pertinente pour suivre ces questions de régénération du sol est celui de la durée de couverture vivante, qui nous permet quand même de faire le lien avec des pratiques clés de la régénération, qui peuvent être la biomasse restituée au sol ou l'intensité de travail du sol. J'en ai fini pour cette étude et je vais laisser la main à Anne-Sophie pour conclure. Merci Antoine de ta présentation. On va peut-être prendre quelques questions à la suite de cette présentation avant de passer la parole à Guillaume Chédru. Simplement vous laisser sur quelques mots. Je pense que l'étude, elle nous montre
qu'il est possible de mesurer l'impact, qu'il est possible d'objectiver, de prioriser un petit peu ces leviers de la transition. Et il y a des raisons d'être encouragé. C'est sûr que là, les parcelles, les résultats sur les parcelles qu'on a montrés, les agriculteurs qui sont engagés dans le programme Sol Vivant, pour l'instant, sont plutôt des agriculteurs qui sont soit pionniers, soit déjà un petit peu intéressés à s'engager, à aller de l'avant. On n'est pas sur peut-être le gros de la masse, mais les résultats sont quand même assez encourageants. On montre qu'il est possible de stocker de la matière organique dans les sols et que les objectifs sont atteignables. Il y a clairement des facteurs qui sont des contraintes, surtout quand on est dans des systèmes avec des cultures intensives, mais ça ne doit pas empêcher de progresser. Après, il y a vraiment un sujet central de l'incitation économique, puisque Antoine le disait tout à l'heure, mais quand on est dans des systèmes de culture intensive, les cultures intensives, c'est aussi un petit peu les cash crops. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagner collectivement cette transition au niveau économique. Il y a aussi vraiment ce sujet de la formation et de l'accompagnement technique. Ce n'est pas facile, notamment dans des systèmes très intensifs, de commencer à opérer ces changements. Et puis, pour nous, il reste cette notion quelque part d'échelle et un peu d'urgence. Il faut y aller plus vite, il faut y aller plus fort. Et d'autant plus devant la vague de changement climatique qui arrive, ça va encore venir compliquer les choses. Donc, voilà, je voulais vous laisser un petit peu sur ces messages-là. On a tenté de répondre un peu au fur et à mesure aux questions techniques, mais il en reste certaines, une ou deux peut-être qu'on va prendre en live. Gaëtan, tu en avais repéré une ou deux, il me semble. Oui, tout à fait. Du coup, il y avait une première question de Étienne Lapierre. Donc, c'était par rapport au ratio matière organique sur argile. Est-ce qu'on parle d'argile ou d'argile décarbonatée? On parle d'argile décarbonatée sur le ratio et sur les modélisations de stock de carbone qui ont été effectuées. Toutes les analyses ont été effectuées après décarbonatation. Ok. Il y avait une deuxième question de Frédéric Marie qui était sur la stratégie d'identification des parcelles en région, si on souhaite conduire ces mesures sur d'autres régions. Alors, sur la stratégie d'identification des parcelles, là, ce sont des parcelles qui intégraient ou qui ont intégré le programme Sol Vivant ou qui étaient déjà présentes dans le programme Sol Vivant les années passées. Donc, on peut être sur des parcelles, et je ne l'ai pas forcément précisé, mais sur un panel de parcelles qui peut être légèrement biaisé parce qu'on est souvent sur des agriculteurs qui sont déjà intéressés par ces questions de régénération du sol ou qui ont déjà mis les pieds dans ces pratiques de régénération du sol. Mais ensuite, le programme se développe dans d'autres régions et comme vous avez pu le voir, on est très centré de France, mais il y a des régions qui commencent à arriver autour de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bretagne. Et bien sûr qu'on va continuer ce type d'analyse dans les régions dans lesquelles on va commencer à avoir une action. Ok, très bien. Après, effectivement, il y avait plusieurs questions sur la disponibilité de la présentation. Donc, il restera mis à disposition en même temps que l'enregistrement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question plutôt liée à la télédétection, Antoine, sur est-ce qu'une culture qui est mature, fanée, donc sans photosynthèse, compte-t-elle dans les jours de couverture dans l'analyse? Et Alors, il y avait la même question sur la partie des pailles non mulchées, non ramassées après moisson. Alors, on voit une réelle baisse de l'indicateur qu'on utilise pour cet indicateur, donc pour la durée de couverture qui est le NDVI. On voit une réelle baisse du NDVI après la moisson. Donc, même sur des blés qui ont pu rester en place relativement longtemps, comme ce fut le cas, alors pas cette année, mais l'année encore d'avant, on a eu un été assez humide. On voit un maintien de la durée de couverture jusqu'à la moisson. Par contre, une fois que c'est moissonné, là, on a une vraie chute de la durée de couverture et on tombe sur un sol nu. Ok. Il y avait une question également sur est-ce qu'on voit des différences entre les différentes zones qui ont été étudiées dans l'étude, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir creuser? Alors, c'est des choses qu'il faut qu'on creuse, mais on sait qu'il y a des différences, notamment, par exemple, si on prend le contexte breton, on va avoir des différences de durée de couverture assez importantes avec le contexte Hauts-de-France, mais qui est aussi dû pour des contextes réglementaires qui sont différents. Mais on va aussi tomber sur des problématiques de type de sol qui vont être différents et qui vont pas être les mêmes. Donc, il y a toujours ce besoin de recontextualiser aussi quand on veut rentrer plus précisément et plus finement dans la technique en fonction du contexte auquel on va se confronter. Merci Antoine. Et peut-être une dernière question, c'était sur la question de la biomasse racinaire qui contribue donc grandement au stock de carbone. Et dans le cas de culture industrielle, donc comme la betterave, elle est prélevée. Est-ce que c'est
cette biomasse racinaire elle est considérée dans les flux de matière organique pris en compte dans Oui, l'étude. oui, alors dans les graphiques qui ont été présentés de biomasse, on est sur la biomasse totale, donc aérienne plus racinaire, et dans les modélisations d'évolution du stock de carbone faites avec Symeos, Symeos tient compte de la biomasse racinaire dans les calculs. Ok. Peut-être dernier petit point de précision, c'était sur la note sol vivante. Je réexplique rapidement comment elle est constituée. C'était une des questions dans le chat. Alors, la note sol vivant est une agrégation finalement des 4 indicateurs qu'on a présentés autour donc, du ratio matière organique sur argile, du test VESS pour la structure, de la note de bioturbation et du pH. On va retrouver des notes de sol qui vont être relativement dégradées, donc notamment la E quand on va retomber sur des propriétés court terme très fortement impactées, donc que ce soit pH, test VESS. Ensuite, on va avoir un distinguo en fonction des ratios matière organique sur argile qu'on va venir moduler ensuite en fonction des notes de qualité de sol sur la structure, la bioturbation et le pH. Ça, c'est des choses, bon, je ne suis pas vraiment rentré dans le détail de l'arbre de pondération, mais on va dire que c'est l'ensemble de ces 4 notes qui vont venir distinguer entre le A, B, C, D, E sur nos notes. Très bien. Et il y avait peut-être une dernière question. Est-ce que le comptage des vers de terre peut être utilisé comme indicateur? Je ne suis pas forcément un spécialiste des vers de terre, mais je pense que ça peut être un indicateur qui a tout son intérêt. Nous, effectivement, c'est alors concentré sur un indicateur relativement simple qui est la bioturbation, plus ou moins un proxy de l'activité des vers de terre. Mais je pense que le comptage des vers de terre, lorsqu'on a le temps, parce que c'est plus chronophage qu'un simple test bêche, je pense que ce type d'opération a tout son sens. Merci Antoine. Mais m'arrêter là pour les questions, en tout cas sur la partie résultats. On pourra y répondre s'il y a d'autres questions dans le chat liées à ça par la suite et on vous enverra les réponses. On va peut-être passer du coup au retour d'expérience donc, de Guillaume Chédru, qui est agriculteur en grande culture à Goderville, en Seine-Maritime, avec une petite présentation du parcours de transition de l'exploitation. Et après, quelques questions en lien avec l'étude. Et puis, je reprendrai aussi les questions du chat pour les reposer à Guillaume. Donc, Guillaume, je te laisse Ouais. la parole. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un peut mettre mon diapo ou c'est à moi de le partager? Antoine va passer les slides. Ok, oui, donc bonjour à tous. Donc Guillaume Chédru, agriculteur en Seine-Maritime. Donc on le voit là-haut, c'est précisément à Goderville, donc à côté du Havre et d'Étretat. Diapo suivante. Voilà, donc on est à 2 sur l'exploitation, donc avec mon père qui est installé depuis les années 88. Moi, je suis encore salarié. C'est une exploitation de polyculture où on fait du blé, du colza, des betteraves, du lin textile, de la férole et de temps en temps des maïs et des pois. La particularité de la région, donc, c'est des terres très limoneuses, limoneux fragiles, 60-70%, très peu d'argile, donc du 10-12%. Et avec tout ça, on cumule de la pente et de la pluviométrie. On a 1000 à 1200 mm par an en moyenne. Donc voilà la rotation à droite. On essaie de faire des blés de 2 ans. On a des betteraves qui viennent dans la rotation. On a du lin, on a du colza de 4 ans. Le colza, il est associé avec une légumineuse, mais ça, on va revoir après. Diapo suivante. Voilà, donc ça, c'est la grosse problématique de notre région. C'est ça qui nous a fait aller vers l'agriculture de régénération. C'est qu'on a énormément d'érosion due au manque d'argile et à la forte pluviométrie. On peut perdre jusqu'à 5 tonnes par hectare et par an en moyenne. Ça avait été un chiffre mesuré par l'Agence de l'eau. Donc voilà, les photos parlent d'elles-mêmes des dégâts climatiques qu'on peut avoir dans notre région. Et donc quand on parle de capital sol, l'agriculture de régénération prend son sens. Diapo suivante. Voilà, donc là, c'est un petit état des lieux de comment on était dans les années 92. Dans les années 92, on était à 1,7 de matière organique, sachant qu'il y avait encore de l'élevage sur l'exploitation, donc le taux de matière organique se maintenait par ça. Il y avait du labour, c'était une exploitation conventionnelle, peu de couverts végétaux. Donc voilà l'état des lieux en 92 où on était. Diapo suivante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à travailler sur l'exploitation, dans une année culturelle, nos objectifs, les premiers, ce qui a été un peu présenté dans l'étude, on s'y retrouve, c'est la matière organique. Quel que soit comment on l'obtient, on cherche à travailler notre matière organique, à la faire vivre, à la faire évoluer, à la faire augmenter. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de couvrir nos sols.
Donc, premièrement, dans la problématique d'érosion, pour limiter l'impact climatique des fortes pluviométries. Et après, dans une partie nutrition et stockage de matière organique. Après, on va chercher à optimiser le travail du sol. Je parle d'optimisation parce qu'on fait du semi-direct, mais on n'a pas une vision dogmatique du semi-direct. On s'en sert comme un outil. Quand il est faisable, on l'utilise. Quand il n'est pas faisable, on ne l'utilise pas. Donc voilà, on cherche à optimiser le travail du sol, le réduire le plus possible. Avec tout ça, garder en tête que il faut utiliser les outils qu'on a besoin pour arriver à nos objectifs. Et donc, le dernier objectif de notre exploitation, on reste des agriculteurs, c'est notre métier principal, donc on cherche forcément à s'assurer un revenu. C'est pour ça que les 3 premiers objectifs, on les travaille pour arriver aussi à gagner notre vie sur la fin de l'année culturelle. Diapo suivante. Petit bug. Alors, elles ont dû être mises en masqué, je pense, les diapos suivantes. Alors. Sinon, je ne peux pas partager mon écran? Hop. Désolé pour ce non, il n'y a pas de souci. Contretemps. Hop. On est reparti. Ok, donc aujourd'hui, comme je vous disais, on fait du semi-direct, principalement sur nos cultures d'automne, donc qui sont le blé et le colza. Donc là, voilà, on fait un semi-direct de blé dans des repousses de colza. Et en fonction de l'année, on arrive à semer un couvert végétal en plus des repousses de colza, tout ça dans un des objectifs de la ferme, de couvrir le plus possible le sol. Donc là, qu'un seul passage pour semer notre blé. Diapo suivante. Là, ça va être donc du semi-direct pour les semis de colza. Donc, aussitôt la moisson, donc on utilise un autre semoir, un semoir à dents, qui va avoir pour objectif de dégager la paille et puis de mettre une graine de colza dans le sillon. Donc voilà, on a à gauche un passage, c'est une herse à paille que ça s'appelle. On ne considère pas ça comme un travail du sol parce que ça va travailler sur 2 mm. Voilà, ça va vraiment pas brasser d'horizon et mélanger de terre. C'est juste pour un objectif de briser les pailles et des problématiques de ravageurs type limaces et mulots. Et après, voilà, on a juste le passage de semoir direct pour semer le colza où on va l'associer avec une légumineuse. Diapo suivante. Donc voilà, aujourd'hui, nos colzas, ils ressemblent à ça. Donc, il faut se dire qu'on n'a fait qu'un seul passage où on consomme que 6 litres hectare. On est dans la moyenne des rendements du département. On fait les mêmes résultats que nos voisins. Mais tout ça grâce à de la matière organique, à une bonne structure de sol. Parce qu'on se retrouve à l'étude, on va revenir après. Donc aujourd'hui, colza en semi-direct qui se développe plutôt bien. Diapo suivante. Et ici, voilà, les résultats de nos blés en semi-direct. Je mets cette photo avec des champignons pour illustrer que le fait d'arrêter le bouleversement du sol, de travailler de moins en moins le sol, on a des réseaux mycorhiziens qui se développent et le fait de ne pas les casser par des outils de travail du sol, on voit des champignons apparaître en surface. Donc ça, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg où on sait qu'on a énormément de réseaux mycéliens et mycorhiziens dans nos sols qui fait que la matière organique vit, se décompose bien et est en constante augmentation. Donc voilà le résultat de nos blés en semi-direct. Et pareil, on est sur les mêmes résultats que nos voisins, avec un passage à 6 litres hectare juste pour semer. Diapo suivante. Donc, les cultures de printemps, qu'est-ce qu'on fait sur l'exploitation pour continuer la présentation? On n'est pas en semi-direct parce qu'on est sur des cultures qui ont besoin de partir vite. On cultive le lin fibre, qui est une culture qui pousse en 100 jours. Donc voilà, on a besoin d'un réchauffement de sol, mais on va travailler très superficiellement, c'est-à-dire que 5 cm pour le lin. Diapo suivante. Et voilà, donc là, c'est un semis de lin où on a travaillé que 5 cm qui nous a permis de ne pas les bouleverser trop profond le sol, mais d'assurer cette petite minéralisation qui fait que la culture du lin va partir beaucoup plus vite. Et on est presque en semi-direct avec un léger gratouillage. Diapo suivante. Et ici, voilà, les techniques d'implantation de betteraves. On utilise le strip-till, la betterave, je pense que vous le savez tous, c'est une plante à pivot qui a besoin d'une structure assez propice pour développer son pivot. Donc, on va chercher de passer juste une dent pour ne pas travailler l'interrang. Donc voilà, on est en travail du sol, mais juste sur le rang de betterave, l'interrang n'est pas travaillé. Diapo suivante. Et voilà à quoi ressemblent nos semis de betterave aujourd'hui. Donc pareil que 2 passages, on laisse le maximum de résidus en surface de paille. Et vous voyez bien le pivot de la betterave juste à passer la dent se développe
correctement, ce qui nous permet d'assurer un revenu dans nos betteraves. Diapo suivante. Et on a eu les autres diapos, c'est encore assez. Je peux monter. Voilà, Voilà, donc l'autre particularité de l'exploitation, à côté du suivi direct, de la matière organique, de la couverture du sol, on va chercher, c'est à réduire nos intrants, donc tout ce qui est produits phytosanitaires. On va utiliser ce qu'on appelle des macérations de plantes. Donc, on va utiliser de la macération d'ail pour faire un répulsif à insectes. Donc, nous, ceux qui nous posent problème, c'est les altises dans les colzas et les lins. On utilise des extraits fermentés d'ortie, donc des macérations d'ortie et de consoude qu'on va pulvériser sur nos blés, nos colzas, nos lins. Tout ça dans un objectif de réduire la pression des bioagresseurs sur nos cultures. Diapo suivante. Donc voilà, on les fabrique nous-mêmes, juste pour illustrer comment on les fabrique. On fauche les orties, on les met en fermentation une dizaine de jours et ensuite on les stocke nous-mêmes à la ferme, ce qui fait que ça fait des produits qui coûtent 2 € du litre, sachant qu'au total, sur une année de blé, on met 2 centimes du litre, pardon, on met une trentaine de litres, donc ça réduit fortement les coûts. En plus de réduire les produits phytosanitaires, on va voir là sur la diapo suivante. Voilà, donc ici en produits, les IFT, les indices de fréquence de traitement, on les a réduits fortement en hors herbicide. Il faut savoir que la ferme, on n'utilise plus d'insecticides grâce aux macérations, aux matières organiques, à des cultures en bonne santé. On a stoppé les herbicides, on fait plus de traitement de semences et les fongicides qui sont dans la partie hors herbicide ont été diminués par 2. Donc, c'est ce qui nous permet d'intégrer HVE3. Après, je joue l'honnêteté en herbicide. On a encore du mal à les réduire. On y travaille. C'est un objectif de l'exploitation, mais c'est compliqué de les réduire. Donc, je suis honnête, on utilise encore des herbicides. Diapo suivante. Donc voilà, là, on va peut-être s'arrêter là pour la présentation de la ferme et passer aux questions, Gaëtan et Antoine. Oui, il y avait une première question, c'était plutôt sur, du coup, on voit qu'il y a quand même tout un ensemble de pratiques qui ont été mis en place depuis de nombreuses années. C'était un peu sur qu'est-ce que vous avez pu observer comme évolution positive sur la qualité environnementale, que ce soit au niveau des sols, au niveau biodiversité, par rapport à ces pratiques mises en place. La première pratique, ça a été l'arrêt du labour, où on faisait dans les années 90 des déchômages profonds d'une 20-25 cm. Et l'arrêt du labour a été flagrant. On a stoppé, réduit fortement l'érosion. On passait à des ravines de 1 mètre à des ravines à 5-10 cm. Et après, on a eu une meilleure infiltration de l'eau, meilleur stockage de l'eau et augmentation de la matière organique. Ça, c'est le premier point qu'on a vu suite au premier changement de pratique. Ok. Et un point qui était pas mal aussi dans les questions, c'était dans les grandes lignes, mais sur les données un peu économiques. Voilà, quel impact économique ça a pu avoir, on va dire, dans le long terme, de passer à ce type de pratique d'agriculture de régénération des sols sur votre exploitation? Dans le long terme, en fait, on fait les mêmes rendements que nos voisins. On n'a pas une supériorité en rendement. Par contre, en économique, ce qui a fortement changé, c'est la réduction de nos charges opérationnelles. Moins de carburant. Je vous disais, on n'utilise que 6 litres hectare pour semer un blé, alors que d'habitude, on est sur du 30-40 litres avec des semis en labour, si je caricature. Les produits phytosanitaires ont fortement baissé. Donc, on a une marge meilleure par rapport aux pratiques qu'on utilisait avant. Ok. Et par rapport si on revient sur l'étude, un peu, voilà, comment ça résonne pour vous, ces conclusions sur le fait qu'il y a des progressions possibles dans tous les systèmes, que finalement, le premier levier, c'est vraiment de rentrer de la matière organique dans le système via les couverts végétaux. Est-ce que c'est quelque chose qui fait résonance chez vous et que vous conseillerez à un nouvel agriculteur qui souhaite se lancer dans cette transition? Donc, pour prendre le nord de la France, qui est un peu concerné par l'étude, c'est vrai que la couverture végétale est un très gros levier. Ne surtout pas laisser les sols nus et surtout durant l'hiver. Donc, ça permet d'augmenter la matière organique. Mais je pense que c'est un petit peu trop faible par rapport aux cultures qu'on cultive dans le nord de la France, qui sont des cultures industrielles qui ne stockent pas de matière organique. Un blé, un colza qui est cultivé pendant une dizaine de mois vont stocker, mais tout ce qui est pommes de terre, légumes, betteraves vont plus consommer.
Donc, je rajouterais qu'en plus, il faut compenser par des apports extérieurs de l'exploitation. Donc, nous, on utilise du broyage de branches, ça peut être du compost. Donc, la couverture végétale est un gros moyen, mais il faudrait, pour aller plus vite, aller chercher des apports extérieurs à l'exploitation. Du coup, au niveau de la culture de betterave, il y avait une question là-dessus. Est-ce qu'elle est systématiquement implantée par un travail réduit du sol et un peu vos résultats par rapport à ça? Ouais, donc depuis 2006, on utilise le strip-till. Donc, il n'y a plus de charrue sur la ferme, donc on n'a plus jamais labouré. Hein. Donc, elle est systématiquement implantée par une réduction de travail du sol. Les résultats, on est sur les 100 tonnes, 110 tonnes. Mais c'est ce qui nous permet de faire ces techniques-là, c'est donc la matière organique et la structure. Ok. Et du coup, au niveau de la porte d'entrée des couverts végétaux, quels seraient un peu vos conseils finalement pour entrer dans la transition sur la question des couverts végétaux et un peu les premières actions à mettre en œuvre pour réussir ces couverts végétaux, par exemple, après moisson sur les intercultures d'été? Donc, il y a déjà la manière d'implantation. Je vous ai présenté le semoir à dents qu'on a pour semer nos colzas, mais c'est la même chose pour semer nos couverts végétaux. C'est un semoir qui nous permet d'y aller en direct. Et en fait, le gros facteur d'échec de couverts végétaux, c'est la sécheresse et le manque d'humidité. Et le fait du semoir à dents, il va permettre d'ouvrir la terre, bien mettre la graine au contact de la terre, refermer tout pour garder le maximum d'humidité. Donc, c'est ce qui nous fait qu'on réussit nos couverts. Ça nous permet aussi de semer rapidement derrière la moisson. Et après, le deuxième facteur de réussite, c'est le choix des espèces qu'on met dans nos couverts végétaux. Nous, on a des couverts qui sont très riches en légumineuses, de grosses graines type févrole, pois, lupin, qui vont pousser. Enfin, on a toujours eu des plantes qui poussent, que ce soit en sécheresse ou en année fort humide. Après, on va les combler par d'autres espèces. Mais voilà, si on veut réussir des couverts, pour moi, il y a deux leviers, c'est la méthode d'implantation et le choix des espèces. Et du coup, en lien avec cette question, est-ce qu'il y avait une question sur comment vous vous faites accompagner sur la ferme, sur vos pratiques? Et du coup, j'aurais un peu la question pour idem, pour un agriculteur qui se lance dans ces pratiques, quels sont un peu les conseils que vous donnez pour se faire accompagner techniquement? Est-ce qu'il faut avoir des groupes avec des voisins pour travailler ces sujets-là? Enfin, comment travailler ce sujet-là? Ouais. Donc là, depuis 30 ans, en fait, il y a énormément d'échanges sur les réseaux, des groupes WhatsApp, des réseaux sociaux. Donc là, c'est plus un échange indirect via des photos, donc un échange groupe. Il y a des tours de plaine de groupe avec nos voisins, ce qui ont permis de minimiser les risques. Chacun faisait ses essais et les partageait avec tout le monde. Donc au moins, tout le monde avançait dans la même direction. Ça minimisait les risques. Et après, donc, se faire accompagner par des conseillers qui ont des résultats scientifiques, qui ont de l'expérience dans ces systèmes. Donc, on est toujours suivi par des conseillers indépendants sur ces systèmes-là. Et une question qui est intéressante, c'était peut-être plutôt au début de la transition de l'exploitation, c'était quel regard portent les voisins agriculteurs et pourquoi ils n'adoptent pas ces pratiques, si ça fonctionne. C'est ça, le regard, ils disent tu prends un gros risque d'arrêter le labour, ça fonctionne, pourquoi tu l'arrêtes? Ils nous critiquaient parce qu'on avait des champs sales avec des résidus paillants en surface, tout ça. Maintenant, avec le recul, ils sont plus à venir nous demander conseils pour essayer de faire un peu pareil. Mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui utilisent les méthodes conventionnelles par peur économique, tout simplement. Vous menez une exploitation, vous cherchez un revenu. Changer de méthode, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Du coup, c'est le risque économique et le manque de formation qui font qu'ils ne passent pas le pas. Et du coup, vous, dans votre historique de pratique, quels sont un peu les freins que vous avez eus à la transition, que vous avez pu rencontrer, ou peut-être des échecs sur lesquels vous avez pu rebondir dans vos Donc, pratiques? c'était la petite photo que je mettais après, des problèmes de ravageurs. En fait, il n'y a pas de système parfait. Le fait d'avoir plus de résidus paillants en surface, moins travailler le sol, on a eu des grosses problématiques limaces mulot, qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution pour gérer, qui passe par des herses à paille, par une rotation plus équilibrée, par une digestion mieux de la paille et par une prédation pour les mulots. Donc, on gère ces risques-là multifactoriellement.
On a aussi des problématiques de compaction. On utilise encore des cultures avec des grosses machines comme les betteraves. Donc, on a des problèmes d'infiltration d'eau. On a eu des zones hydromorphes qu'on est en train de gérer par des fissurations pour essayer d'organiser le sol verticalement et créer des infiltrations. On a voulu aller trop vite dans des choses, à faire des semis-directs et que le sol n'était pas prêt. Où on a quand même récolté la culture, mais elle a eu du mal à pousser pendant un certain nombre de mois. Donc voilà, on a essuyé des échecs. C'est comme ça qu'on a progressé aujourd'hui et qu'on est arrivé là où on est. Et sur des thématiques un peu plus innovantes, comme les macérations de plantes, du coup, c'est des choses sur lesquelles vous vous êtes fait accompagner ou c'est des choses que vous avez expérimentées vous-même via la bibliographie? Les macérations de plantes ont commencé suite à des formations avec Eric Petiot et Patrick Water, qui eux utilisaient ces macérations-là en arboriculture et qui commencent à les mettre en grande culture. Et donc après, on a commencé à les faire nous-mêmes. On a fait des essais depuis 2016 sur des parcelles où on ne prenait pas à risque toute l'exploitation. On faisait des petites placettes, on essayait. Et suite à ces essais, on a validé qu'on pouvait baisser nos fongicides et les insecticides. Et on a passé le pas au bout d'un certain nombre d'années d'essais. Et on s'est fait accompagner encore par des conseillers pendant qui les testaient dans d'autres modalités et tout ça. Ok. Et au niveau du coup fertilisation, il y avait une question sur est-ce que vous utilisez encore des fertilisants minéraux dans votre rotation? Et voilà, est-ce que les quantités ont pu un peu diminuer au cours du temps? Ouais. Donc oui, on est encore en conventionnel, on utilise encore des fertilisants minéraux, notamment l'azote, parce qu'il faut savoir que quand vous augmentez votre carbone du sol, il va falloir équilibrer, votre vie biologique du sol va consommer de l'azote. Donc si on sous-estime cette partie azote, qui peut être apportée par des légumineuses ou des minéraux, des engrais minéraux, le sol ne peut pas fonctionner. Donc de l'azote, on l'utilise toujours. On est un petit peu plus faible que les voisins, mais ça, c'est plus par la rotation parce qu'on a des précédents févroles ou des colzas aussi févroles, des gros couverts de légumineuses. Mais par contre, sur les autres éléments, donc le phosphore et le potassium, on l'a réduit par 3. Nos analyses de sol ne baissent pas. Nos cultures ne souffrent pas de carence. Et on le met, en fait, c'est juste pour faire un effet starter à la culture, donc de betterave et de lin, et il est apporté que là-dessus et divisé par 3, juste pour que la culture parte vite et ne soit pas impactée par tout ce qui est problème de ravageurs, etc. Ok. Et en termes de résultats, parce qu'on a vu le taux de matière organique en 92, et du coup, il y avait une question Ouais. sur quel était le taux aujourd'hui, en tout cas, Ouais. sur cette parcelle-là, peut-être, ou en général. J'avais une petite photo donc, des analyses Célestalab qui ont été réalisées. On est arrivé à 2,8 maintenant, aujourd'hui. Donc de 92 à aujourd'hui, on est arrivé à 2,8. Et pour vous faire un peu l'historique, donc de 92 à 2013, il y avait encore du déchômage profond, des couverts végétaux, mais on n'était pas encore en semi-direct et on n'avait pas l'apport donc, de bois broyé, les apports extérieurs à l'exploitation. On était à 2 en 2013. Et de 2013 à aujourd'hui, on est passé de 2 à 2,8. Et ce qui a fait vraiment accélérer l'augmentation de la matière organique, c'est les apports extérieurs, le bois broyé. Les couverts végétaux étaient déjà là. Donc, c'est après le deuxième levier, c'est la réduction forte du travail du sol. Ok. Donc, si vous voulez parler de ratio matière organique sur argile, nous, sur la ferme, on est entre 24 et 27%. D'accord. Donc oui, bien au-delà des 17% qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait une question plutôt sur les pratiques d'agroforesterie ou d'implantation de haies. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous souhaitez avancer dans les prochaines années, notamment pour lutter contre l'érosion, qui est un des problèmes qu'on a vu au début de votre présentation? À l'érosion, en fait, l'implantation de haies, pour moi, l'érosion, on a réussi à la régler par les couverts végétaux et le semi-direct. Donc, pour moi, l'implantation de haies ne va pas apporter de plus vis-à-vis de l'érosion. Ce qui pourrait apporter un plus, c'est plus pour la gestion des auxiliaires qui va aller perturber nos ravageurs, donc les limaces, les insectes, etc. Mais ce qu'on a fait le choix sur l'exploitation, c'est des parcelles à pas trop grande échelle pour éviter de les redécouper avec des arbres au milieu. Donc, en fait, on entoure nos parcelles avec des bandes enherbées, des arbres, tout ce qui va faire développer la vie auxiliaire. Par contre, on ne découpe pas nos parcelles parce qu'elles ne sont pas de grande taille et pour l'instant, peut-être dans quelques années, on y viendra, mais pour l'instant, on ne met pas en place l'agroforesterie. Ok.
Une petite question technique sur le colza, c'était comment vous gérez un peu l'altise du colza en l'absence de traitement insecticide des semences. Donc, Bah, les en fait, résultats sont... Allez-y. Ouais. donc, je vous ai parlé qu'on utilisait des macérations d'ail. Donc ça, c'est un objectif en préventif. Quand on dépend ça, ça sent vraiment l'ail. L'altise est un petit peu repoussée du champ, mais c'est pas le seul levier qu'on utilise. On va utiliser après les méthodes agronomiques qu'on fait leur preuve depuis des années. Donc c'est un semi précoce pour que le colza parte tôt, qu'il arrive avant les vols d'altise. On l'associe avec de la févrole pour faire un effet leurre. Et le fait d'avoir de la matière organique et de temps en temps on fait des apports organiques sur le colza, on va avoir un colza en meilleure nutrition, donc beaucoup plus robuste. Si on veut parler technique, j'ai fait un test Berlez au mois de décembre sur mes colzas. J'avais 1 à 2 larves par pied sur des colzas qui étaient sur du 2 kg, un bon 2 kg. Donc si on suit le seuil de nuisibilité, ça aurait été dangereux à partir de 5 à 6 larves par pied. Donc, à partir de ce moment-là, je considère que le colza est assez robuste pour se défendre et pas besoin d'utiliser d'insecticide. Ok. Il y avait une question sur la partie gaz à effet de serre. Je ne sais pas s'il y a eu des bilans ou des projections qui ont été faites sur l'exploitation. Est-ce que vous vous inscrivez dans des démarches de valorisation de services écosystémiques comme le carbone sur Ouais. l'exploitation? C'est le travail que je suis en train de faire là depuis 1-2 mois. Donc, le bilan, il va bientôt être fait quand on aura choisi un organisme pour nous accompagner sur la rémunération de carbone. Mais le problème de la rémunération du carbone, c'est qu'elle prend en compte les changements de pratique il y a moins de 10 ans. Nous, sur l'exploitation, tout ce qui a fait stocker du carbone a été mis en place il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc aujourd'hui, je suis encore en discussion avec plusieurs organismes pour savoir qui apportera la meilleure rémunération la plus juste par rapport à notre système. Donc le bilan n'a pas encore été fait, mais pour connaître des exploitations dans le même système, ces bilans sont positifs. Ok. Et du coup, une petite question, ou plutôt les attentes vis-à-vis des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, donc de l'aval, pour faire progresser ce sujet de l'agriculture de régénération. Comment vous voyez un peu comment évolue la compréhension des contraintes autour de ces pratiques-là et comment vous pensez qu'il va être nécessaire d'être accompagné économiquement dans ces pratiques? Il faut savoir que c'est une agriculture qui est beaucoup plus technique, qui a plus de… Donc déjà, juste à s'arrêter sur la technicité, les agriculteurs ont besoin d'être formés. Donc Laval peut participer à un financement de formation pour accompagner la technicité. Et après, donc, qui parle technique, qui parle prise de risque. Mais la prise de risque va permettre après de réussir un petit peu du stockage de carbone et des réductions de gaz à effet de serre. Donc peut-être accompagner cette transition par une petite plus-value sur les productions constituées d'agriculture de régénération pour accompagner cette prise de risque qui fait que l'agriculteur va permettre des investissements déjà plus en couverts végétaux parce que c'est une dépense au début qui va faire peur à certains parce qu'on va dépenser un peu plus. Du coup, pour accompagner ces transitions, peut-être un accompagnement de formation et économique vis-à-vis des productions. Et par rapport ça c'est bien noté ce point-là, et par rapport à comment vous voyez un peu l'évolution des cahiers des charges sur certaines cultures qui doivent aussi rentrer en compréhension de ce que c'est que cette nouveau type d'agriculture pour s'adapter peut-être un petit peu à votre système. Après, donc, le cahier des charges, c'est pas à moi de le décider pour les industriels, mais c'est vrai que, encore une fois, une petite prise de risque et des ravageurs peuvent être un peu plus présents. Donc, soit peut-être pas alléger le cahier des charges, mais l'adapter aux premières années de transition. Qu'il faut qu'au bout d'un certain nombre de transitions, les ravageurs sont totalement contrôlés, il n'y a pas de problème de production, mais peut-être au début de la transition, peut-être un petit peu plus de souplesse ou de liberté dans les choix décisionnels d'implantation de culture sur les itinéraires. Ok. Il y avait une question qui était peut-être plus sur des pratiques innovantes de demain, mais c'était sur la question est-ce que si les biodéchets urbains, s'ils sont correctement valorisés, peuvent être un gisement intéressant pour la matière organique dans les sols agricoles? Est-ce que c'est des pistes que vous pensez peuvent à l'avenir? Qu'est-ce qu'on appelle biodéchets urbains? C'est des déchets verts ou des composts urbains?
Je pense que ça doit être des déchets verts des composts urbains, en tout cas, qui ont été traités Ouais, pour donc, qu'ils soient répandus sur les champs. Ouais. des déchets verts, ok. Ça reste un végétal qui a fait de la photosynthèse qui est riche en carbone. Après, tout ce qui est autres déchets, se méfier pour tout ce qui est pollution, pollution des sols, qu'on ne contrôle pas totalement la qualité du produit. Ok. Euh, ensuite, je regarde le chat. Euh, il y avait une question et un petit peu pour savoir la taille moyenne, vous, de vos parcelles sur l'exploitation que vous avez présentée. En moyenne, on est sur du 9-10 hectares. Ok. Et sur combien de parcelles, du coup, en Il faudrait que je tout? les recompte sur 12, allez, 9-10 parcelles. On a 170 hectares au total, donc c'est pour ça que j'ai une moyenne. Il y en a certaines qui font 15-16 hectares. Mais après, donc oui, on n'a pas les 150 mètres, par exemple, pour un carat, il faut qu'il atteigne un centre de parcelle, c'est 150 mètres. Donc parfois, oui, forcément, on a plus que 150 mètres de long. Et voilà la taille de nos parcelles. Et du coup, j'avais une question en lien un peu ce qu'on voit dans l'étude, qu'il y a finalement différents indicateurs qu'on a mesurés, nous, pour voir un peu l'évolution des systèmes. Et vous, sur la ferme, finalement, quels sont un peu vos indicateurs du quotidien ou dans le cours de la campagne agricole que vous utilisez pour voir si Bah, vos pratiques ont un effet ouais, positif? bénéfique. Bah déjà, c'est les aléas climatiques. Les fortes pluviométries, on a beaucoup plus de drainage, on a moins, pour ceux qui connaissent, de battance et d'érosion. Donc ça, c'est un effet bénéfique. Deuxièmement, c'est quand on fait des gros apports organiques ou des gros résidus pailleux, nos sols les digèrent. On retrouve pas de problème de matière organique non digérée. Donc ça, on sait qu'on a une vie biologique qui fonctionne très bien. Et après, donc c'est le côté scientifique par des analyses de sol, par des accompagnements qui montrent que nos sols sont bien à l'équilibre, etc. Et c'est ce qui permet aussi de faire le semi-direct, la possibilité de faire du semi-direct et pas d'avoir de problème de rendement. C'est un résultat que le sol fonctionne bien et voilà comment on mesure. Et du coup, oui, vous faites des tests de structure assez Oui, fréquemment aussi. oui, forcément, oui. Très bien. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Après, c'était oui, les questions. Est-ce que vous observez par rapport à des voisins qui sont dans des pratiques plus conventionnelles aujourd'hui, plus de résilience face aux aléas climatiques, sécheresse ou autres qu'on a en ce moment, mais qu'on a eu l'été dernier? La sécheresse, oui. La sécheresse, on va la remarquer dans les champs par de l'échaudage. C'est des blés qui blanchissent, des problèmes de remplissage de grains. C'est vrai que nous, à un certain moment, quand il pleut pas, on peut avoir des ronds, mais ils vont commencer 10 à 15 jours après nos voisins. Et après, là où c'est très flagrant, donc c'est lors des fortes pluviométries. On peut rentrer beaucoup plus tôt dans nos parcelles. La portance est améliorée et nos blés ne souffrent pas. Donc, c'est ce qu'on appelle d'hydromorphie, un dos qui reste en surface. Nos blés n'en souffrent pas. Ok, très bien. Et j'avais une dernière question, peut-être, c'était est-ce que sur l'échantillon de pratique que vous avez montré, finalement, il y a des différences par type de sol ou comment vous mettez en place les différents mélanges de couverts en fonction des parcelles, de comment elles se situent, de leur composition pédoclimatique, etc. Est-ce qu'il y a une variabilité dans les pratiques finalement liées à la parcelle? Alors, en fait, on a un type de sol assez homogène sur l'exploitation, donc on ne change pas les pratiques. Là où on peut le voir, c'est les petits ronds qu'on a d'argile, des choses comme ça. Donc ça, c'est des sols un peu plus lourds à travailler. Où là, on va peut-être, sur les reprises de printemps, accentuer un petit peu plus le travail du sol sans aller beaucoup plus profond, mais peut-être aller descendre 2 cm plus profond pour faire un petit peu sécher plus facilement. Et les types de couverts, au début, on faisait de l'épicerie à changer en fonction des cultures, mais on s'est rendu compte qu'un couvert bien riche en légumineuses, avec une diversité d'espèces qui va aller varier les systèmes racinaires et aériens,
fonctionner pour toutes les cultures. Donc, on sème le même couvert sur toute l'exploitation, peu importe le type de sol et la culture. Très bien. Bah, merci Guillaume pour toutes ces réponses aux nombreuses questions qu'il y avait dans le chat et qu'on vous a posées. Bah, merci à tous pour votre attention sur ce webinaire. Donc, on va bien noter un peu toutes les questions qu'il y a eu pour pouvoir y répondre ultérieurement. Et je propose à Paul Lu de conclure le webinaire donc, organisé en partenariat avec l'initiative 4 pour 1000. Merci beaucoup, Gaëtan. Écoutez, merci à toutes ces présentations et représentations qui ont été extrêmement riches. Moi, je suis toujours admiratif devant le travail des agriculteurs et devant les capacités d'innovation. Dans l'accompagnement, on voit bien qu'on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants. Quand j'entends dire qu'on ne peut rien changer dans l'agriculture, qu'il faut labourer, qu'il faut traiter, qu'il faut apporter des engrais, etc., lorsqu'on est capable de regarder finement comment fonctionne un sol, on est capable de retrouver les fonctionnalités originelles de ces sols, d'en accroître la santé et de faire en sorte que finalement, on ait moins besoin d'auxiliaires, d'artefacts à travers des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, des méthodes de mécanisation ou autres. Et je tire mon chapeau bas à notre agriculteur qui a témoigné ce matin, parce que d'abord, ça fait plaisir de voir qu'il est jeune et qu'il a toute une vie de pratique devant lui pour encore améliorer ce qu'il a déjà bien amélioré. Je suis content de voir aussi qu'il travaille beaucoup avec ses voisins, ce qui montre que on peut arriver à avoir, si au début on a un regard un petit peu sarcastique de la part de ses voisins, on peut arriver à faire changer les choses au niveau d'une petite région. Et j'ai bien aimé ce qui a été porté sur le fait de mutualiser les prises de risques en faisant en sorte que chacun contribue à faire des petits essais de son côté. Et puis après, on fait en sorte de mettre en commun ce qui fonctionne pour l'appliquer à une plus grande échelle. C'est comme ça qu'on va progresser. On avait aujourd'hui dans les participants qui ont écouté ce webinaire des gens qui étaient à l'étranger. J'ai vu des interventions sur Madagascar, j'ai vu des interventions sur la Tunisie et autres. Ce qu'il faut retenir de ce webinaire qui était quand même très centré sur la France et centré sur les pratiques et le développement de cette étude qui a été produite par Earthworm Foundation, c'est le fait qu'on a vraiment besoin d'une adaptation, d'une précision assez grande sur les conditions locales. Et c'est grâce à cette connaissance des conditions locales et de ce qui est le mieux adapté, notamment en s'inspirant de pratiques qui ont été déjà développées par des agriculteurs présents, des pionniers, mais aussi par des gens qui ont l'expérience de conditions similaires et qui vont pouvoir apporter leurs connaissances pour aider ces agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques. C'est grâce à ça qu'on fera bouger les choses dans le sens de l'agroécologie. Et dans la notion d'agroécologie, il y a une dimension humaine qui bien souvent est oubliée et qu'il faut mettre en avant. C'est que beaucoup de choses se feront par les échanges. Chaque acteur a sa place au sein de cette évolution, aussi bien le consommateur d'ailleurs que le producteur. Et il nous faut favoriser, c'est le rôle qu'on a au niveau de l'initiative 4 pour 1000, c'est aussi le rôle que joue Earthworm. Nous devons favoriser ces échanges et faire en sorte qu'on puisse progresser ensemble vers cette nécessaire évolution de nos agricultures qui correspond non seulement aux besoins de la société, mais aussi qui permettra de faire en sorte que l'humanité continuera à se nourrir et trouver des produits biosourcés sur la planète sans mettre en danger les récoltes à venir et les générations futures. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à Earthworm Foundation de nous avoir proposé d'être partenaire dans cette présentation. C'était vraiment quelque chose d'important et un symbole aussi que ce chiffre de 4,2 pour 1000 qui rejoint finalement ce qu'on préconise. Bon, alors, je l'ai bien expliqué, on n'est pas là pour faire du 4 pour 1000 exactement partout, mais c'était un hasard qu'on ne pouvait pas laisser passer. Et merci d'avoir pris cette occasion pour nous présenter cette possibilité de webinaire. Merci voilà. Je beaucoup. ne sais pas si tu veux conclure, Gaëtan. Non, merci beaucoup, Paul, pour ces mots de conclusion. Et puis, on voit que la force du collectif est l'avenir. Et puis, on va vous mettre à disposition le webinaire une fois enregistré en ligne. Merci à tous et puis bonne journée. Au revoir.